Bonjour. On continue notre montée en compétences sur le langage Java et j'aimerais aujourd'hui poursuivre l'étude du moteur de réflexion que nous avions entamé dans le tuto précédent. Nous l'avions vu, la réflexion est un concept qui permet de trouver au runtime, dit autrement à l'exécution de votre programme, des informations structurelles sur vos types, vos classes par exemple. Nous avions aussi insisté sur le fait que grâce à ce moteur de réflexion, on pouvait automatiser certains traitements. Par exemple, on peut écrire un petit moteur qui va coordonner l'exécution de batteries de test. C'est notamment le cas du logiciel JUnit par exemple. Il est codé par-dessus le moteur de réflexion. On avait dit, on peut aussi envisager l'écriture d'un moteur de sérialisation. La sérialisation, c'est un concept qui permet de transformer un objet, quelle que soit sa complexité, en un tas séquentiel d'octets qu'on va envoyer soit dans un fichier, par exemple pour le sauvegarder, soit dans un flux pour communiquer avec une autre machine. La désérialisation, c'est le concept inverse, ça permet de recharger à partir d'un flux d'octets une grappe d'objets en mémoire. Cela se met en œuvre grâce à la réflexion. Sans la réflexion, c'est un petit peu compliqué de coder un moteur de sérialisation. C'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre au niveau de ce tuto. Alors comme toujours, pour pouvoir vous présenter ce concept, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur mon site web. Je vous invite à prendre un navigateur, vous cliquez sur la section Java ici, au niveau du site cours.fr. Puis, à ce niveau-là, vous obtenez le tutoriel Java. Vous avez à ce niveau-là la table des matières, vous descendez un petit peu plus bas, et donc on va travailler aujourd'hui sur ce chapitre, coder un moteur de sérialisation. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Pour faire simple, on va essayer de coder donc un moteur qui permet de sauvegarder ou de recharger des objets à partir d'un fichier, et on va utiliser un format texte. Plus précisément, on va utiliser le format JSON. Donc c'est JavaScript Object Notation. Donc c'est un format qui est dérivé, comme son nom l'indique, de la syntaxe JavaScript, qui permet de définir des objets. Par contre, on va s'en servir simplement pour structurer notre information. Ici, je vous ai mis un petit exemple. On a une paire d'accolades ouvrantes, accolades fermantes. Ça permet de définir un objet. Cet objet est constitué de 4 parties, 4 champs si vous préférez, l'ID article, la description, la marque et le prix. Pour chacun de ces champs, vous avez une valeur qui lui est associée. On sépare le nom du champ avec sa valeur par un caractère de point. On passe au champ suivant avec une virgule. Donc ici, on a un article 1. Sa description, c'est un article, de marque, une marque, et d'un prix de 15 €, pourquoi pas. On va essayer de faire en sorte de transformer nos objets dans ce format-là. On essayera aussi de relire nos objets. Du coup, c'est pas si simple que ça. En gros, pour coder un moteur de réflexion, il faut traiter différents cas, parce que nos objets peuvent être plus ou moins complexes, et donc il va falloir gérer un petit peu tous les cas possibles et imaginables. Donc on va travailler en 3 étapes. La première étape, on va déjà essayer de persister chacun des types primitifs du langage. Les entiers, les flottants, les booléens. On va aussi prendre en charge les chaînes de caractères, même si ce n'est pas tout à fait un type primitif, en tout cas au niveau de JSON, c'est considéré comme ça. Une fois qu'on saura écrire ou relire les types simples, après on va s'intéresser aux tableaux. Effectivement, certains de vos objets pourraient contenir des tableaux de données. Donc l'idée, c'est de pouvoir écrire un tableau d'informations dans le fichier JSON et éventuellement pouvoir le relire. Une fois qu'on saura faire ça, on passera à la dernière étape qui consistera à traiter le cas des objets et donc des attributs qui le constituent. Donc je vous propose de prendre un navigateur, votre éditeur, votre IDE. Donc ici, c'est mon Eclipse. J'y ai créé donc dans le projet Réflexion un nouveau paquetage que j'ai appelé fr.cours.json. Je vais y créer une nouvelle classe. Et donc, je vous propose d'appeler notre classe Serialization Engine. Donc, c'est notre moteur de sérialisation. Éventuellement, vous pouvez utiliser cet assistant si vous voulez déjà générer le main. Pour ma part, je vais le copier-coller. Regardez, ce que je fais, c'est que je reviens ici. Vous pouvez en faire de même si vous préférez. Et donc, je vais récupérer toute cette section de code. Et je vais la coller ici.
Comme vous pouvez le constater, il nous manque certains imports. N'oubliez pas, en faisant CTRL-SHIFT-O au niveau d'Eclipse, ça permet d'importer automatiquement toutes les classes qui pourraient manquer. Donc du coup, le code est découpé en deux méthodes, writeObject et main. Bon, le main, c'est notre point d'entrée, vous vous en doutez. WriteObject permet d'écrire un objet dans un flux JSON. Donc ici, j'ai une méthode qui prend l'objet à écrire et qui prend une instance de type printWriter. Alors un printWriter, en vérité, c'est un flux de caractères dans lequel on va pouvoir écrire. C'est clair, l'écriture d'un objet, ça peut éventuellement mal se passer, notamment si on n'arrive pas à accéder au fichier. Donc j'ai fait simple, j'ai fait un throws exception, et tant pis pour les exceptions, s'il y en a, je les remonterai jusqu'au plus haut niveau. Notez que même le main en fait de même, donc en gros on botte en touche sur les erreurs. Une fois qu'on a notre writeObject, la première étape consiste à utiliser le moteur de réflexion. Et donc je récupère mes métadonnées en faisant à partir de l'instance à sauvegarder un getClass. Ça vous renvoie une instance de la classe class. N'oubliez pas, c'est une classe générique. Donc ici, je dis c'est une classe de n'importe quoi. Et donc, première étape, on va regarder déjà les types primitifs. Ici, si vous regardez bien, j'ai testé tous les types primitifs de Java. Les bytes, les shorts, les entiers, les longs, les floats, les doubles et les booléens. Notez que ici, je gère le cas des strings et d'un des types primitifs que j'avais zappé, les caractères. Bon, dans tous les cas, si j'ai des types primitifs, en tout cas pour la liste du haut, je fais un writer.print et je transforme ma donnée en une chaîne de caractères pour l'afficher directement dans mon flux textuel. Ici, la concaténation, c'est pour forcer un encodage en string. J'aurais pu faire un appel à toString, ça aurait marché de même, étant donné qu'ici, on considère qu'il y a eu le boxing qui a été réalisé et que donc on a forcément un objet. Bon, au choix, soit vous faites chaîne vide plus, soit un object.toString. Pour les chaînes de caractères, c'est un petit peu plus subtil. Regardez, je reviens sur la syntaxe que je vous avais proposée. Si on considère un flux JSON, une chaîne de caractères dans le flux doit obligatoirement être comprise entre des doubles guillemets. C'est donc ce que j'ai géré ici. J'injecte une double guillemets. Attention, il s'agit de ne pas fermer la chaîne de caractères en cours d'ouverture ici. Donc je déspécialise la guillemet. Puis je concatène le toString de object. Puis on finit par mettre la double guillemet manquante pour terminer la chaîne de caractères. Si on n'a pas un type primitif, si on n'a pas un string, dans tous les autres cas, pour le moment, on déclenche une exception. À partir de là, on va tester déjà l'écriture des types simples. Donc regardez dans le main, ce que je propose, c'est d'avoir un fichier. On va l'appeler file.json. Il sera localisé dans le répertoire courant, dit autrement, dans votre projet. À partir de là, il faut ouvrir un flux textuel. Donc ce que je fais, c'est que je fais un printWriter, une instance de type printWriter, en invoquant son constructeur, et donc j'y passe le chemin du fichier que je cherche à manipuler. Un printWriter, ça permet d'écrire dans un fichier, donc on va bien entendu pouvoir faire nos écritures. Donc du coup, je réinvoque la méthode serializationEngine.writeObject avec des types quelconques. Regardez, sur cet exemple-là, j'envoie une chaîne de caractères hello. Regardez, je fais bouton droit, Run As, et je lance mon projet. Alors j'enregistre le fichier, bien entendu. Normalement, le fichier a été produit. Il faut savoir une chose, quand vous produisez au niveau d'Eclipse un fichier, mais à l'insu de sa connaissance, si vous voulez. Là, il n'a pas trop surveillé ce qui se passait dans le disque dur. Si vous voulez voir le fichier apparaître, il faut faire F5. Donc c'est ce que je viens de faire. Je viens de réactualiser mon projet. Ça y est, le fichier vient d'apparaître. Bon, et bien regardez, on a bien la chaîne Hello qui est écrite entre double guillemets. Je fais quelques autres tests. Je ne les ai pas tous mis, mais je vous invite à tester tous les cas qu'on vient déjà de traiter. Ici, j'envoie un entier. Bon, je recharge le fichier G3. Et puis ici, pourquoi pas, je teste l'écriture d'une donnée flottante. J'y ai envoyé un arrondi de la valeur de pi. Et donc ici, on récupère bien 3, 14, 15.
Parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'opération inverse. Maintenant, il faut chercher à relire la donnée à partir du fichier. Alors, notez une petite chose. Je vais travailler d'une certaine manière. Le fichier ici, il a été utilisé dans une instruction de type try with resources. Donc, n'oubliez pas qu'à la fin du try, le fichier a été automatiquement fermé. D'accord ? Le type qui est là est forcément compatible avec l'interface auto-closable. Et donc, automatiquement, en fin de traitement, en fin de try, le fichier a reçu un appel sur la méthode close. Donc, il a été libéré. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans le fichier et puis après, je vais directement tenter de le relire. Alors, pour autant, avant d'écrire la partie main, il faudrait déjà qu'on ait la méthode readObject. Donc, je vais faire de même. Je vous propose de descendre un petit peu plus bas au niveau du tuto. Et donc, ici, vous avez deux méthodes que je vous propose. Alors, faites un CTRL-SHIFT-O si vous voulez éventuellement importer les classes manquantes. Vous ne trompez pas sur les packages associés. Donc, il nous faut scanner qui est dans java.util et il nous faut le reader qui est dans java.io. Il y a aussi le locale dans java.util. Très bien. Alors, pourquoi j'ai deux méthodes? Alors, comme c'est indiqué là au niveau du commentaire, le premier readObject, à savoir celui-là, quand je dis le premier, c'est celui qui sera appelé en premier dans l'ordre d'enchaînement des appels de méthode, celui-ci, je l'ai rendu générique. Pourquoi je l'ai rendu générique? Parce que ça me permettra de facilement pouvoir récupérer la valeur de retour en utilisant l'inférence de type, donc le type de la variable qui va recevoir l'appel de readObject. Donc ça, c'est pour plus de confort. Dans tous les cas, je vais passer une métaclasse sur la nature de l'objet à relire. En gros, il faut quand même que je lui dise, attention, dans le flux, il y a un objet de telle nature. Et puis, je lui passerai un reader, le reader étant l'équivalent des pretrator à ce niveau-là. Alors, on a quand même un petit souci, c'est que si je me mets à ce niveau et que je fais reader point, en gros, je n'ai pas grand-chose en termes de méthode de lecture. Je peux lire quoi? Je peux lire soit un caractère, soit un tableau de caractères. C'est pas très pratique. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est utiliser un scanner. Le scanner, regardez, je l'ai instancié par-dessus le reader. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans certains tutos, on avait déjà un petit peu présenté ces choses-là. J'avais même dédié un tuto exclusivement au scanner. C'était dans le chapitre, dans les chapitres relatifs aux expressions régulières. Et donc, effectivement, le scanner, il a l'avantage de pouvoir facilement travailler avec des expressions régulières. Si vous avez bien remarqué, c'est ce que je fais ici. Et donc, ça va me permettre de facilement pouvoir décoder l'information que je vais relire à partir du flux. Il faudra juste que je sache à l'avance quelle est la nature du type que je vais relire. Bon, notez que ici, j'ai configuré mon scanner. Par défaut, si on envoie une valeur flottante, il va utiliser comme séparateur de partie décimale le caractère utilisé en fonction des regional settings de votre machine. Donc si vous êtes sur une machine qui est configurée en français, le problème c'est que le séparateur c'est la virgule. Or nous ça ne marchera pas. Nous il nous faut obligatoirement un point, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Donc je dis ici qu'on va décoder en utilisant les locales US et donc aux États-Unis, le séparateur de partie décimale, c'est le point. Et ensuite, vous avez vu, je renvoie la donnée qu'on aura demandée. Je force un cast ici pour contrôler le typage. Et puis surtout, j'invoque l'autre méthode readObject. Et donc, l'essentiel se passe surtout ici. Donc, je reçois mes métadonnées. D'accord? Donc via le moteur de réflexion, je peux, alors ici c'est très basique, mais je peux quand même faire un certain nombre de checks. Alors notez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé l'opérateur égal-égal, on en avait parlé dans le tuto précédent. Ça me permet de savoir si les métadonnées que j'ai, en gros metadata c'est une variable, donc c'est un pointeur sur un objet. Je regarde si ce pointeur pointe bien exactement sur la même instance que ce que me calcule byte.class. Si c'est le cas, c'est que j'ai bien une instance de ce type-là. Donc ça, c'est s'il y a eu boxing. J'ai mis un OU ici parce que je vais aussi tester le cas où j'aurai le type primitif. Alors ça, on va voir plus tard, ça nous sera utile pour les objets. Quand on va relire des objets, des fois, certains attributs seront typés int ou double. Et on n'aura pas forcément la classe enveloppante, on n'aura pas le wrapper. Donc du coup, je teste le type de base
et le wrapper associé. Je fais ça pour les bytes, les shorts, les integers, les entiers, hein, les longs, float, double et boolean. Ici, je gère string, caractère et char, en sachant que, en vérité, au niveau JSON, il n'y a pas de grosse différence entre une chaîne de caractères et un seul caractère. C'est le même type d'objet. Hein. JavaScript ne connaît pas la notion de char, tout simplement. Donc du coup, ici, on gère des chaînes de caractères. Et ce qui se passe, c'est que je vais utiliser le scanner qu'on m'a passé en paramètre. Vous vous rappelez, on avait pris à ce niveau-là un reader, mais le reader, on l'avait enveloppé dans un scanner. Et c'est ce scanner-là qui est repassé à ce readObject. Donc du coup, sur ce scanner, je vais lui demander de trouver le prochain élément, le prochain token, si vous voulez, qui respecte ce format-là. Donc ça, c'est une expression régulière. Alors, je ne vais pas revenir à expliquer toutes les subtilités des expressions régulières. Je vous renvoie vers les chapitres en question pour de plus amples informations. Mais disons que simplement ici, je cherche à récupérer un ensemble de au moins un digit, voire plus. D'accord, c'est ce que dit l'opérateur plus ici. Il dit qu'il répète le caractère ici qui aura été lu autant de fois que nécessaire. Donc, on peut lire X digits. Après, en termes de typage, que ce soit un byte, un short, un integer ou un long, normalement j'ai écrit une valeur qui était compatible avec le type. Donc à la relecture, ça devrait bien se passer. Donc du coup, je n'ai pas cherché à contraindre le nombre de caractères en fonction du type de données. C'était un petit peu trop compliqué à mon sens. Donc j'ai à chaque fois réutilisé la même expression régulière à ce niveau-là pour dire je cherche à recevoir un entier. Notez que ici, je gère les flottants. Alors attention, je n'ai pas géré le cas des notations exponentielles. On pourrait le prendre en charge, mais je ne l'ai pas fait. Donc ici, je prends la notation classique, avec donc une partie entière, et puis de manière facultative, un point et un certain nombre de digits pour la partie décimale. Bon, on retrouve exactement la même expression régulière à ce niveau-là. Quand je dis de manière facultative, c'est à cause du point d'interrogation qui est ici, qui dit que la paire de parenthèses et son contenu sont facultatifs. Il nous reste le cas où on cherche à relire un booléen. Bon, dans ce cas-là, on n'a pas trop le choix. On n'a que deux chaînes de caractères possibles. C'est soit on relie les 4 caractères TRUE, true, soit on relie les 5 caractères qui sont ici. Là, pour l'expression régulière, il n'y a pas de caractère de répétition, il n'y a pas de notion d'intervalle de valeur autorisée ou autre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il lise un T, un R, un U, un E. Ou bien un F, un A, un L, un S et un E. Et en minuscule tant qu'on y est. On ne supporte pas true ou false en majuscule avec cette syntaxe. La dernière expression régulière qui est ici permet de gérer le cas des chaînes de caractères. Et n'oublions pas, on a dit que nos chaînes de caractères étaient forcément compris entre double guillemets. Alors peut-être que certains parmi vous ont commencé déjà un petit peu à jouer avec un scanner. Et peut-être qu'il y a une question qui vous vient à l'esprit. C'est en gros, pourquoi on n'a pas utilisé une autre méthode, à savoir la méthode next? Parce que la méthode next, elle accepte aussi une expression régulière. La subtilité entre les deux méthodes, c'est que next, il va lire ce que vous lui demandez, certes, ça aurait marché, mais il attend forcément qu'après, il y ait un caractère de séparation. Un blanc, par exemple. Alors que findInline, lui, non. Il ne cherche pas à avoir un caractère de séparation, il cherche juste à reconnaître le pattern que vous avez spécifié. Donc on va relire les caractères jusqu'au prochain caractère qui ne sera pas un digit. Ça nous sera utile plus tard parce que plus tard on n'aura pas qu'une valeur dans le fichier, on aura des objets complexes et donc j'aurai pas forcément de blanc à la suite d'une valeur numérique par exemple. Donc je préfère utiliser le find inline. Que ce soit le next ou le find inline, une fois qu'ils ont extrait le token, l'élément en cours, ils passent à l'élément suivant. D'accord, donc le curseur dans le fichier va se déplacer au fur et à mesure. On va progresser dans le fichier. Alors pourquoi ici je renvoie un substring? Dans le cas de ma chaîne de caractères, bien entendu, je ne veux pas renvoyer les doubles guillemets qu'il y a avant et après la chaîne. Pour tous les autres types qu'on pourrait rencontrer, actuellement, c'est non implémenté.
Donc voilà grosso modo comment on va se débrouiller de relire nos données simples au niveau d'un flux JSON. Du coup, regardez, je descends un petit peu plus bas, vous devriez normalement y retrouver ce bloc de texte qui permet de faire quelques tests de relecture à partir du fichier. Donc regardez, je reste au niveau de mon main. Ici, on avait un printwriter qui envoie un flottant. Alors bien entendu, il faut être cohérent. Bon, ben, je vais tenter. Si, c'est ça. Je vais tenter une relecture d'un flottant. Faites un CTRL-SHIFT-O pour avoir les imports. La classe file, elle est bien dans java.io. Donc on va écrire 3.14.15. Ici, je vais faire un serialization engine.readObject. Je dis que je cherche à recharger une donnée double. Alors que là, vous mettiez un D majuscule ou un D minuscule, ça revient à peu près au même. Lui, il va chercher à recharger quelque chose. Dans tous les cas, il va vous renvoyer... Dans tous les cas, notez bien, on renvoie un objet. Donc c'est bien un double... au sens, comment pourrais-je dire, au sens classe qu'on va récupérer. Mais après, il y a le unbouncing qui va nous permettre de sortir la donnée dans le type primitif. Donc ici, c'est comme vous voulez, vous mettez double, des minuscules, des majuscules, à votre convenance. Notez qu'à ce niveau-là, j'affiche la donnée qu'on vient de relire. Allez, je teste ça. Et donc, il semblerait qu'on ait bien relu 3.14.15. Parfait. Je commande ça, je vais tester les chaînes de caractères. Si ça marche pour les doubles, je pars du principe que pour les entiers, il ne devrait pas y avoir de gros soucis. Par contre, on va vérifier quand même les chaînes de caractères. Et donc, vous avez vu, on a bien relu Hello. Parfait. L'étape d'après, c'est quoi? Maintenant, on a dit, on va s'intéresser à tout ce qui est collection. Donc, soit des collections, donc des listes, EureList, Vector, ce genre de choses-là, soit des tableaux classiques. Alors, bien entendu, pour pouvoir aller plus loin, il faut-il savoir comment on sérialise ce genre de choses en JSON. Pour information, en JSON, un tableau est forcément compris entre crochets et les valeurs du tableau sont séparées par des virgules. JSON ne fait pas la distinction entre des collections et des tableaux. Pour lui, il n'y a qu'un seul type, c'est le type tableau. Sauf qu'en JSON et en JavaScript, le tableau est dynamique, on peut l'agrandir autant de fois que nécessaire. Donc très bien. Regardez, ici on retrouve le code. Alors, excusez-moi, ici on retrouve une petite méthode utilitaire. Je l'ai appelée EureUtils. Je vais la créer à ce niveau-là. Bon, j'ai mis utils au pluriel, mais en vérité, j'ai pas grand-chose à y mettre pour le moment, si ce n'est une seule méthode, qui va me permettre de me simplifier la vie au niveau du typage des tableaux. En gros, j'ai cherché, au niveau du code que je vais vous proposer, je n'ai pas cherché forcément à être le plus performant possible. Si vous cherchez la performance, il y aurait certainement moyen de réécrire un petit peu le code différemment et de gagner un petit peu de temps. Moi, j'ai fait un truc qui soit le plus basique et le plus compréhensible possible. Donc, en gros, si jamais j'ai quelque chose qui est de type tableau, ici, je me suis fait une petite méthode utilitaire qui va me renvoyer une liste d'objets. Je convertis un tableau en une liste. Plus précisément, l'instance utilisée, ce sera EureList. Donc regardez ici, je teste tous les tableaux de primitifs possibles et imaginables. En gros, si jamais j'ai une instance de byte, une instance de short, une instance d'int, de long, de float, de double, de booléen ou de char, notez que je génère une liste équivalente qui contiendra les données qui auront été boxées. Et on va se retrouver avec une liste d'objets. Si jamais j'essaye d'envoyer autre chose qu'un tableau de primitif, pour le moment ça fait un throws, new exception. Alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer une petite extension, ça fera l'office d'un TP pour vous. Faites en sorte aussi de gérer le cas où on aurait des tableaux de wrapper. Ici, ils n'ont pas été gérés. D'accord ? C'est pas bien compliqué, il suffit de reprendre les if et de rajouter un ou à ce niveau-là pour avoir un tableau de byte avec un B majuscule et ainsi de suite pour tous les autres types. Donc ça c'est très bien, on transforme les tableaux en listes.
Et ensuite, regardez, ici je retrouve bien la méthode writeObject qu'on avait codée tout à l'heure. Donc c'est la même, en tout cas pour la partie initiale. Ça c'est ce qu'on avait vu. Sauf qu'avant de faire un throws en disant qu'on ne sait pas gérer, j'ai rajouté un else dans le cas où on avait soit un tableau, soit quelque chose qui était instance off de l'interface list. Effectivement, n'oubliez pas un list au niveau de Java, elle est stockée dans java.util.list. C'est une interface qui spécifie l'API de toute collection séquentielle d'éléments. Après, on le sait, il y a plusieurs classes qui implémentent cette interface list, notamment Relist. Alors elle est thread unsafe, c'est-à-dire que si vous faites du multithreading et que vous avez deux threads qui sont en train d'écrire dans la collection en même temps, ça pourrait mal se passer. On a aussi la classe vector. Vector, c'est comme un ArrayList, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est thread safe. Ça, vous retrouvez ces informations au niveau de la Javadoc. Je vous invite à aller les lire. Bon, dans tous les cas, si on a un tableau ou si on a une collection de type list, ce que je cherche à faire, je transforme au cas où j'aurai un tableau de quelque chose en une liste. D'accord ? Si jamais c'était déjà une liste, dans ce cas-là, je laisse la donnée telle qu'elle était. Une fois que j'ai ma liste, je récupère la taille de ma liste, donc le nombre d'éléments envoyés. J'ai ici un indice. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser une question, c'est pourquoi avoir défini un indice de parcours alors que je fais un for each ? C'est une bonne remarque. Le truc, c'est que je ne veux pas mettre une virgule systématiquement à la fin de chaque élément. Au niveau du format JSON, on va avoir une virgule ici. Mais pour le dernier, il ne la faut surtout pas. Donc il faut quand même que je compte mes positions, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai quand même un indice ici et que j'incrémente mon indice à chaque tour de boucle. Donc dans tous les cas, je commence par faire un writer.print. J'envoie le caractère d'ouverture de tableau au format JSON. Quand j'aurai fini, on fera la même chose avec le caractère de fermeture. Et après, pour chacune des données, une par une, je vais chercher à les écrire. Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en gros, on utilise un algorithme récursif. C'est-à-dire qu'en gros, on réinvoque writeObject sur la sous-donnée. Si j'ai un tableau d'int, on retombe sur le writeObject avec quelque chose qui sera typé int. Donc du coup, on va rentrer à ce niveau-là. Si vous avez un tableau de double, on écrira des doubles. Si vous avez un tableau de string, on écrira des strings. Donc normalement, si on a bien un tableau de string, toutes nos chaînes de caractères devraient bien se retrouver avec des doubles guillemets devant et derrière, comme le montre l'exemple de JSON que je vous propose ici. Eh bien ma foi, il ne reste plus qu'à tester cette possibilité-là. Regardez, comme là j'ai rajouté des commentaires, je vais reprendre le bloc intégral et je vais le mettre au niveau de mon writeObject, qui est ici. Si vous avez le moindre doute, n'oubliez pas, en appuyant sur la touche CTRL, ce que je suis en train de faire, et en la gardant appuyée, si vous déplacez la souris sur vos éléments, ça permet de voir votre code en mode navigation hypertexte. Et donc je peux aller voir chacune des méthodes ou des actions, des types qui sont définis. Si ici je me mets sur writeObject, si je clique, on est bien retombé sur la même méthode. C'est bien un appel récursif. Il n'y a pas d'autre writeObject nulle part. Très bien. Et donc il faut faire un test. Donc vous modifiez le writer pour pouvoir écrire éventuellement un tableau de chaîne de caractères. Regardez, je récupère ces quelques lignes, je retrouve mon main, je garde cet exemple au cas où, mais là je le commente, et je vais poser l'écriture d'un tableau. Alors fatalement, pour le moment, on n'est pas en mesure de relire notre tableau. On n'a pas encore géré ce cas-là. Donc, je mets en commentaire. En vérité, ça va même être un petit peu plus subtil qu'il n'y paraît, et je ne vais pas le gérer, la relecture. Donc, on va simplement se contenter pour le moment d'écrire. Et donc, si je reviens dans mon fichier, notez, on a bien décroché. On a bien chaque chaîne de caractères entre double guillemets conformément par rapport au format JSON. Et on a ici une virgule qui permet de séparer chacun des éléments de la collection. Bien entendu, pour le dernier élément, il n'y a pas de virgule. C'est un séparateur, pas un terminateur. Donc très bien, on arrive à écrire nos objets. Bon normalement, si on voulait aller
au fin fond des choses, il faudrait pouvoir faire l'opération inverse, hein, c'est-à-dire désérialiser les tableaux. Alors là, mine de rien, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a une difficulté, c'est que quand on va récupérer les métadonnées sur quelque chose de type tableau, ce qu'on nous renvoie, c'est en gros qu'on ait une liste. Sur une collection, pas sur un tableau. Et donc on va avoir du mal, comme les listes sont génériques, à savoir si une liste de quoi. Donc c'est un petit peu plus subtil, j'ai pas envie de me compliquer la vie à ce niveau-là pour cette première démonstration, donc je vais volontairement botter en touche. Bon, s'il y a des personnes parmi vous qui se sentent d'aller un petit peu plus loin et de rajouter le code manquant, vous pourriez relire le tableau de chaîne de caractères. Parfait. Par contre, la partie qui m'intéresse le plus, notamment au niveau de la réflexion, c'est la partie objet. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir une nouvelle classe. Regardez, je copie cette classe. Donc on imagine une classe d'article. Je reviens ici, je reste dans le même projet, hein, dans le même pactage plus précisément, et je vais créer donc une classe rapidement article. Je colle le code de cette classe. Donc cette classe article, je l'ai déjà proposée dans différents tutos, je l'ai simplifié, je n'ai pas tout remis, mais en tout cas, on a nos 4 attributs assez classiques, l'identifiant de l'article, la description, la marque et le prix. Très bien. J'ai un constructeur à 0 paramètres qui crée un article par défaut, et ici un constructeur à 4 paramètres. Je stocke directement dans l'attribut, hein. Je n'ai pas mis les getters et les setters, si vous voulez les rajouter, allez-y. Et puis à ce niveau-là, j'ai rajouté mon toString qui me permet d'afficher un article. Donc ça, c'est le premier type objet sur lequel je vais commencer un petit peu à travailler. L'idée, c'est d'écrire cet objet dans le flux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de tuto, c'est tout en haut de ce code-là, on retrouvait un exemple de flux JSON qui correspond à ce qu'on doit produire sur notre exemple. On doit produire quelque chose qui est constitué de 4 champs, l'ID article, la description, la marque et le prix. Chacune des clés de l'objet, chacun des attributs si vous préférez, doit être séparé par un 2 points de sa valeur. Comment allons-nous gérer ça? Regardez, à la suite du tableau, ici c'était le cas où on gérait le tableau. On va rajouter un dernier cas qui va remplacer le throws qu'on avait tout à l'heure, le throw qui déclenchait une exception. On va arrêter de produire une exception et on va partir du principe que du coup il nous reste forcément un objet. Et là, je ne sais pas si vous avez tous suivi le tuto précédent, mais on retrouve bien des choses qu'on avait déjà vues, notamment la classe field. Attention, hein, je suis allé un petit peu vite sur un point. J'ai fait CTRL-SHIFT-O, ça vous le savez, c'est pour importer les classes manquantes. Le problème, c'est que des classes field, il y en a un grand nombre. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait CTRL-espace, là, CTRL-SHIFT-O, c'est allé un petit peu vite, mais il y en a plein des fields. Il ne faut pas se tromper sur le pactage qu'on importe. Hein. Donc nous, c'est java.lang.reflect. C'est le moteur de réflexion qu'on va faire tourner à ce niveau-là. Et donc, j'ai demandé à écrire un objet. Ce que je fais ici, c'est que je dis que je récupère des métadonnées sur l'ensemble des attributs de cet objet. Ça me renvoie un tableau de field. Un tableau d'attributs. En tout cas, d'objets d'attributs, de description d'attributs. À partir de là, je vais faire une boucle. Encore une fois, j'aurais peut-être pu faire un for each, mais je voulais avoir l'indice qui me permet de ne pas mettre une virgule après le dernier attribut de l'objet. Et donc ici, je vais récupérer l'attribut en cours. Parfait. Sauf que, au niveau de ma classe, j'ai différents niveaux de visibilité. Bon, mes méthodes sont publiques, mais en tout cas, les attributs ont été déclarés comme étant privés. Si je veux avoir accès aux membres privés, je peux. Mais il faut le spécifier. On avait vu ça dans le tuto précédent, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais donc ici, je fais un field.setAccessibleTrue. Ça dit quoi? Ça dit j'autorise le code qui va suivre à aller accéder à l'état interne privé de mon objet. Quelle que soit la classe. Hein. Ça marche avec tous les types, pas forcément qu'avec les articles.
Du coup, je vais pouvoir faire un writer.write et je vais envoyer un format. Ce format, c'est quoi? C'est la chaîne de caractères qui correspond au nom de l'attribut. Je récupère ici le nom de l'attribut et je le mets entre double guillemets. Dit autrement, je reviens sur l'exemple proposé ici. On va écrire par exemple ID article. Entre double guillemets, on peut gérer le cas du 2 points, comme ça il est déjà présent dans le flux. Et puis après, ce qu'il faut, c'est écrire la valeur de l'attribut. Sauf que c'est quoi la valeur d'un attribut quelconque? Comme ça, j'en sais rien. Ça peut être une donnée primitive, un entier, un flottant, mais ça peut aussi être un objet lui-même. Donc du coup, j'ai encore une fois besoin de la récursivité, et donc ici, je réinvoque le writeObject pour aller écrire la valeur de mon champ. C'est ce que je récupère ici. Là, grâce à mon field, grâce à l'objet field, je vais pouvoir récupérer la valeur de l'attribut sur l'instance considérée. Et cette valeur, je vais l'écrire via un writeObject dans mon writer. Imaginons on est en train de lire la description de l'article, ça va bien nous permettre de régénérer une chaîne de caractères avec les doubles guillemets, comme on l'a fait à ce niveau-là. Si jamais ce n'était pas le dernier attribut de la classe, on met la virgule. Bon, là, il faut qu'on essaye ça. Donc, regardez, tout ce qui était écriture de tableau, je commente. Et là, on va créer un article. Donc, article art, c'est un new article. Allez, je vais faire exprès de mettre des valeurs bien qu'on puisse facilement reconnaître, bien reconnaissables. Et donc ici, description de l'article. Là, je vais mettre supermarque. Et c'est un article qui va coûter assez cher. Il va coûter 1 000 € et 32 centimes. Maintenant, il faut utiliser le moteur de sérialisation pour écrire notre objet dans le writer. On va bien entendu écrire art. Bon, et bien, regardez, la récursivité va faire son job, et donc on a normalement écrit notre objet dans le flux. Donc on a bien ID article qui est associé à la valeur 123, description qui est une chaîne de caractères et qui vaut description de l'article. On a la marque, c'est notre supermarque, on a notre price qui est un flottant. Comme ça c'est un objet, on a bien une paire d'accolades ouvrantes, accolades fermantes à ce niveau-là. Très bien. Donc maintenant ce qui se tente, c'est une tentative de relecture de cet objet. Et donc on va faire l'opération inverse. Alors encore une fois, je vais copier-coller la section de code qui m'intéresse. Et donc, ici, on a notre readObject, celui qui travaille sur le scanner. Donc, c'est la méthode du O, d'accord? On avait géré les types primitifs, on avait géré les chaînes de caractères. Bon, si on a des tableaux, on a dit qu'en botte en touche, c'est un petit peu plus subtil, et puis ce n'était pas l'aspect principal que je voulais vous montrer. Donc, je vous laisse poursuivre ça en termes de TP. Par contre, ce que je récupère, c'est la désérialisation de mon objet. Je reviens sur ma classe de sérialisation, je relocalise la méthode qui m'intéresse et je modifie son contenu. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait, il n'y a rien qui change. Ce qu'on vient de rajouter, c'est tout ça. Et donc plus précisément, cette partie-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On produit un nouvel objet. Alors effectivement, là, il y a un deprecated. Je passe, mais c'est parce que c'est la capture ici qui n'est pas bien précisée. Je pense... Ah non, oui, non, je dis une bêtise. Ouais, bon, il y a un deprecated, c'est pas trop grave. Ça, c'est sur les versions récentes de Java. Normalement, vous ne devriez pas l'avoir. Si vous êtes en tout cas en Java 8, vous ne devriez pas l'avoir. Ici, je cherche à localiser quoi? L'accolade ouvrante, suivi éventuellement d'un certain nombre de séparateurs. Le anti/s ici, il est doublé parce que je suis dans une chaîne de caractères
Java, hein, donc je veux que ce soit anti/s pour l'expression régulière, donc je suis obligé de doubler mes caractères. Mais ici, ça c'est pour obtenir un séparateur. Je dis que le séparateur, il peut y en avoir 0, 1 ou plus. Et tant que le suivant n'est pas des séparateurs accolades fermantes. Si j'ai un objet, j'ai forcément d'abord l'attribut, le nom de l'attribut, suivi d'un 2 points, avec éventuellement des blancs, suivi de la valeur de l'attribut. Sauf que cette valeur de l'attribut, pour la relire, il va falloir qu'on connaisse le type exact de la chose. C'est pour ça que je récupère ici, encore une fois, via le moteur de réflexion, le field qui est associé au nom de l'attribut qu'on a relu dans le fichier. J'en récupère ces données descriptives. Je dis que je m'autorise l'accès même s'il est privé. Et à partir de là, je réinvoque readObject récursivement. On re-rentre dans cette classe, dans cette méthode, excusez-moi, pour pouvoir aller lire le prochain attribut du type considéré. Une fois que j'ai récupéré ma valeur, il ne me reste plus, grâce à field, de faire un set sur mon objet, quelle que soit la visibilité de l'attribut, de la valeur en question. Le while va s'arrêter quand on aura une accolade fermante. Du coup, je la lis pour consommer le flux jusqu'au bout. Je fais un return object. Regardez, je redescends un petit peu plus bas. Je prends les lignes de code qui sont là. Et donc ici, je cherche à recharger un article. C'est le toString de l'article qui va prendre la main ici. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir cette chaîne avec les données qu'on a écrites dans le fichier. On essaye. Eh bien regardez, on a bien réussi à relire nos données à partir du fichier JSON. Bon, pour la relecture, je resterai sur cet exemple-là, je m'arrête. Mais je vais aller un petit peu plus loin sur l'écriture des objets. Regardez, ce que je vous proposais ici, c'était un exemple un petit peu plus subtil. On pourrait imaginer que j'ai une classe. On fait des commandes. Une commande est constituée de plusieurs lignes de commande. Une ligne de commande étant un article dans une quantité donnée. D'accord? Donc j'ai bien mon article dans une quantité donnée. Donc ça, c'est le contenu de ma command line. Et j'ai rajouté cette ligne-là, mais juste comme ça, c'est pour un test bidon. Mais j'ai essayé d'avoir un tableau de primitif pour vérifier si j'arrivais à écrire, y compris le tableau de primitif. Regardez, je prends cette classe command line, je reviens au niveau de mon code, je fais une nouvelle classe que je vais appeler command line, et j'y colle les quelques lignes de code que je viens de copier-coller. Bon, là, notez que les valeurs sont câblées en dur. La quantité, allez, éventuellement, je mets une valeur, c'est 15, voilà. Le tableau, on le connaît, c'est ça. Et puis ici, j'ai un article par défaut. Bon, eh bien, regardez, je reprends un test ici. Et au lieu de créer un article, je vais créer une command line. Voilà, bon, c'est un new command line. Et c'est cet objet que je vais envoyer. Mais là, on a un objet complexe, c'est-à-dire qu'il contient, effectivement, 3 attributs, ça on est bien d'accord, mais il contient surtout des sous-objets. Que ce soit le tableau, c'est un sous-objet de type tableau, ou que ce soit mon article. La question, c'est est-ce qu'il est capable d'envoyer toute la grappe dans le flux? Regardez, on teste. Je relance ici l'exemple de code, et puis je vais aller voir dans le fichier JSON. Regardez, on a bien notre command line avec son attribut article, son attribut data qui correspond au tableau, et son attribut quantité avec la valeur en question. Si je reviens sur l'attribut article, notez qu'à ce niveau-là, on y retrouve les données de l'article considéré, et c'est donc bien les données du constructeur par défaut qui ont été poussées dans le fichier. Donc vous avez vu, on a réussi à écrire ici une grappe d'objets. Et en gros, quelle que soit sa profondeur, normalement, notre moteur de sérialisation est capable d'écrire votre objet dans un fichier JSON.
Bon, ben voilà qui clôt cette petite démonstration. Ce que je voulais, c'était vous montrer un cas concret d'utilisation du moteur de réflexion. Bon, ben ici, on a fait de la sérialisation au format JSON. J'insiste, ce code est loin d'être fini. On sait qu'on ne gère pas la relecture des tableaux, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai botté en touche. J'ai aussi fait en sorte que je recrée systématiquement des listes à partir des tableaux pour pouvoir me simplifier l'algorithme. Ce n'est pas forcément ce qu'il y aura de plus efficace. Donc si vous voulez améliorer encore ce moteur, vous pouvez sans aucun problème l'améliorer au niveau des performances et au niveau de ses capacités de relecture. Alors à savoir, en vérité, des librairies qui permettent d'écrire comme ça des objets au format JSON, il y en a déjà tout plein. Là, c'était pour la démonstration. Par contre, voilà, si vous avez besoin de produire du JSON, le mieux est d'utiliser une librairie prête à l'emploi. Personnellement, moi j'ai une préférence pour une librairie qui s'appelle Jenson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Tapez Jenson JSON, voilà, pour filtrer un petit peu au niveau des résultats. Et donc vous avez notamment ce site qui vous propose donc un système d'encodage, de décodage au format JSON. Donc moi je vous conseille fortement d'utiliser ce module-là. Il en existe d'autres. Il y a le module de Google, il s'appelle JSON, le G pour Google. Voilà, puis il y a encore Jackson qui est encore un autre système d'écriture et de relecture. Là, je me suis mal débrouillé, voilà. Et donc ici, vous avez Jackson qui vous permet donc de faire aussi du JSON en termes d'écriture et de relecture d'objets. Bon, voilà qui clôt ce tuto. Bon, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le repartager, à me mettre des j'aime, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Prochain tuto, on continue sur la réflexion. Il me reste un dernier point sur lequel je voudrais discuter. Alors, quand je dis un dernier point, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il existe... tous ces chapitres-là sont aussi liés à la réflexion, c'est l'utilisation des annotations, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas, dans le chapitre qui est ici, je voudrais encore vous parler de l'introspection et de l'architecture Java Bean. Tout ça, c'est intimement lié avec la réflexion. J'essaierai de vous expliquer tout ça donc sur le prochain tuto. Bon voilà, à très bientôt, et puis merci de votre attention.